Coucou les addicts, bienvenue sur cette toute dernière vidéo de décryptage pour la saison 5. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous êtes remis de vos émotions suite à la diffusion de ce dernier épisode ? Je dois avouer que moi, pas tout à fait. Je suis Aurélie, donc bienvenue sur la chaîne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite information, parce que là, on va connaître une longue période de vide sans pouvoir avoir de nouveautés et de nouveaux épisodes d'Outlander. Je voulais vous dire qu'il y a un site internet que j'essaye d'animer également. Et ces derniers temps, grâce à l'aide très précieuse d'Anne-Marie, de nombreuses traductions d'interviews des acteurs ont pu être publiées. Donc, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à la newsletter. C'est sur le bandeau de droite sur le site internet. Promis, je n'inonderai pas vos boîtes mail. J'ai prévu de faire 1 voire 2 newsletters maximum chaque mois. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, ça vous permettra d'avoir les infos de manière directe. On rentre dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Je vais commencer par vous donner quelques informations un peu générales. Et d'abord, mon tout premier ressenti, c'est que franchement, c'est un épisode vraiment digne d'un final de saison. Mon cœur balance entre le dernier épisode des saisons 1, 2 et du coup la saison 5. Il faudrait que je les revoie tous vraiment pour me faire une idée. Mais franchement, celui-là, il tient le haut de la liste, ça c'est sûr. L'épisode a été écrit par le binôme de choc Tony Graffia et Matt Roberts. Ils ont déjà écrit plusieurs épisodes ensemble et c'est eux déjà qui avaient écrit Le Talisman, le dernier épisode de la saison 2, qui est aussi un épisode magnifique, dont j'ai eu l'occasion de faire le décryptage là juste avant que la saison 5 ne commence. Ils ont aussi écrit L'œil du cyclone, donc c'est l'épisode final de la saison 3. Et pour la saison 4, ils ont écrit Le rêve américain, c'est tout le premier épisode de la saison. Et Les oiseaux et les abeilles, l'épisode 9, qui est... je ne l'ai pas encore décrypté, mais je sais que celui-là, je l'aime beaucoup. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que lorsque Tony Graffia et Matt Roberts écrivent un épisode ensemble, ça donne toujours quelque chose de vraiment chouette. Ils sont tous les deux sur la série depuis la saison 1 et avec Meryl Davis que l'on voit sur les petites vidéos débriefing là, de chaque épisode. Ce sont eux trois vraiment les garants du chemin qui a été initié par Ron Moore et qui est en retrait en fait depuis la saison 3, le showrunner Ron Moore. Donc ça c'était pour l'écriture et franchement c'est un bijou d'écriture quand on y regarde de plus près. Mais j'en parlerai, il y a plein de petites pépites qui nous sont données à nous les fans. J'en détaillerai quelques-unes, voire toutes. Je ne prétends pas être exhaustive. Et un bijou d'écriture et un bijou de réalisation. C'est Jamie Payne qui a réalisé cet épisode et c'est le 4e qu'il réalise cette année. Il a fait le 3 et le 4. Donc le 3 c'était chez les Beardsley, là dans la maison de l'horreur. Le 4 c'est lorsque Jamie est à Brownsville. Et puis donc, il a réalisé les 2 derniers. Il est impressionnant, ce réalisateur, je trouve, dans sa maîtrise des lumières, des jeux d'ombre, de lumière. Il sait vraiment utiliser le noir, la nuit. Et lorsque il y a des scènes en couleur, c'est toujours superbement mis en valeur. Et ça m'aura vraiment marqué, là, cette saison. Ces épisodes, à lui, sont assez différents du point de vue photographie et lumière par rapport aux autres réalisateurs. Et là, dans l'épisode, il a su utiliser ces sortes de bulles ou de vapeurs autour de la caméra dans les rêves de Claire, les rêves dissociatifs. Donc ça nous prouve bien qu'on est dans une distorsion de la réalité et je trouve que c'est subtilement filmé. Et moi, la scène de l'épisode que je trouve au niveau réalisation absolument géniale, parce que ça n'a pas dû être facile, c'est la scène de la bataille de nuit, la scène du sauvetage de Claire. Donc il fait nuit, mais je trouve que les personnages sont bien mis en valeur. On voit bien qui est là dans la nuit.
et c'est quand même énorme. On sait exactement qui et où. On pourrait les replacer en fait sur un plan. On arrive à évaluer où se situe Claire par rapport aux autres. Et vous avez ces couleurs là, du feu, les oranges, des silhouettes la nuit, un espèce de champ de caméra qui a l'air renversé quand c'est vu du point de vue de Claire. Enfin, pour moi, c'est juste impressionnant. Et on a ce petit côté onirique où Claire ne sait pas si ce qu'elle est en train de vivre, c'est une poursuite de son rêve, si c'est de l'imaginaire ou si c'est réel. Et puis, on a cette musique qui perdure, la Never My Love, la musique un peu années 60, qui perdure au début de la bataille. Et ça accentue encore le fait que nous aussi, en tant que spectateurs, on se demande si on est dans la réalité ou dans le rêve. Donc voilà pour un peu les informations concernant réalisation et script, enfin scénario. L'intrigue de cet épisode, elle tourne autour de l'enlèvement de Claire, de son viol. Et on en revient un peu à ce qui était majeur dans la saison 1, c'est que c'est un épisode qui est totalement centré sur Claire et sur son état d'esprit. Et j'oserais même dire sur sa force d'âme. Et d'ailleurs, en disant ça, je m'étonne presque que finalement dans l'épisode, quand on a une voix off, c'est celle de Jamie, lorsqu'il est à Bronzeville sur son cheval là. C'est lorsqu'il en revient, je crois. C'est la voix off de Jamie. Donc ça prouve bien en fait que on est centré sur Claire, mais on a aussi les états d'âme de Jamie. Et au final, tout ça fait que tous les deux, c'est leur histoire. Ils ne font qu'un dans notre esprit. Et voilà. Et ça, je trouve que ça appuie fort dessus. Et donc, je disais, l'intrigue est centrée sur Claire, mais le choix a été fait de ne pas être trop graphique dans ce qu'elle est en train d'endurer, comme cela avait été le cas pour le final de la saison 1. D'ailleurs, dans une interview, Sam Yuan dit que peut-être que si le final de la saison 1 devait être fait de nos jours, en ce moment, il n'aurait peut-être pas été fait de la même façon. Mais en tout cas, au moment où ils l'ont fait, ils étaient sûrs que c'était ce qu'il fallait faire. Et même si effectivement c'est très graphique et c'est un épisode qui est dur à regarder, le dernier épisode de la saison 1, moi je l'aime beaucoup. Il est très très bon aussi. Un des reproches que l'on voit souvent à propos de cette série, c'est justement la multitude des viols. Et quand on y regarde de très près, on voit bien que tous les membres de la famille proche ont subi un viol, que ce soit Jamie, Fergus avec Blackjack, Ian et Gaylis, Brianna dans la saison 4 et maintenant Claire. Et les auteurs, dont fait partie Diana Gabaldon, ont toujours laissé entendre que ce qui les intéressait en premier lieu dans ces traumatismes que vivent les héros, c'est le processus de guérison et le traitement des conséquences du viol. Et ici, l'accent a été mis sur le mécanisme de défense mis en place par Claire alors qu'elle subit les pires horreurs. Et donc, c'est le mécanisme de dissociation avec, moi je l'ai appelé son rêve échappatoire. Et en fait, on est jeté dans l'intrigue de cette agression de Claire d'entrée de jeu. Le début de l'épisode, c'est pas la traditionnelle récap précédemment dans Outlander. On a des images flash sans parole. Ce sont uniquement des scènes dans lesquelles Claire est présente, si vous regardez bien. Et ces images flash-là sont assénées au son du tambour. Alors, les lecteurs savent que cette scène du sauvetage de Claire par Jamie, elle se fait au son des bodhran, ces sortes de tambours écossais. Et donc, peut-être que ce début d'épisode est un hommage à cette écriture de Diana Gabaldon. On ne le sait pas. Donc il n'y a pas de générique, c'est certainement pour ne pas couper cet élan et cette tension là qui est donnée par ces images flash. Et puis en fait, pas de générique, mais nous voici plongés quelque part dans les années 60 avec ce disque qui accompagnera toutes les séquences qui se passeront dans la même époque, avec ce titre anglais « Never My Love »,« Jamais mon amour ». J'ai traduit ces paroles-là sur ma page Facebook, si vous retrouvez la publication. Et donc, c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle The Association, l'association. Et c'est assez ironique, je trouve, ce choix pour accompagner ce mécanisme de dissociation de Claire.
Et oui, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller sur Facebook ou qui n'ont pas Facebook, les paroles de cette chanson évoquent un amour éternel. Voilà, ce dont Claire... pour Claire, Jamie, c'est son amour éternel et il n'y a aucune raison que ça change, et vice-versa, j'ai envie de dire. L'épisode regorge de petites pépites, je l'ai dit tout à l'heure, et de références aux saisons précédentes. J'en parlerai un peu après. Et ces pépites ressemblent un peu à un cadeau pour les ultra-fans que nous sommes tous. Si on se penche et qu'on prend la peine d'entrer en profondeur dans cette série, voilà, certes, vous les aurez sans doute perçues, peut-être pas toutes, mais beaucoup. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que les non-initiés ne les percevront certainement pas, mais ça ne sera pas forcément gênant pour leur compréhension, sauf peut-être pour l'orange, qui peut être intrigante quand vraiment on n'a pas le souvenir de ce qui s'est passé en saison 2. Et cet épisode aussi est un véritable cadeau pour les lecteurs parce que certaines phrases des dialogues sont reprises mot pour mot des romans de Diana Gabaldon. Autre chose que je voulais dire, c'est que c'est un épisode relativement court pour un épisode final. Et ça, c'est un vrai regret. Là, je fais un petit clin d'œil à Anne-Marie parce qu'on en a un petit peu parlé. C'est vrai que c'est étonnant. Il fait même pas 55 minutes, cet épisode. Et pourtant, il est construit comme un long métrage. Et alors, j'ai écouté le podcast de Matt Roberts qui débriefe l'épisode minute par minute. Et il explique que de nombreux passages du scénario ont été tournés. Ils ont écrit énormément de scènes qui ne figurent pas du tout dans l'épisode. Donc, ils ont tourné plein de choses pour avoir de la matière, pour faire le montage, mais ils ne les ont pas gardés parce qu'ils voulaient garder un rythme assez soutenu et dans les rêves dissociatifs de Claire, il voulait vraiment que ce soit des petites touches et pas le fait de raconter une histoire. On s'assoit à table pour manger la dinde de Thanksgiving, on écoute les dialogues entre les uns et les autres. Il fallait vraiment que ce soit comme ça, dans une ambiance un peu ambivalente et flottante. Enfin, je sais pas quel mot utiliser, mais vous voyez un peu cette idée. D'ailleurs, dans le scénario, là, je fais une petite parenthèse, et je le relève parce que c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais comment Jamie et les hommes de Fraser's Ridge ont retrouvé Claire, qui était certainement à au moins 2 jours de marche de Fraser's Ridge. Et en fait, dans le scénario, il est écrit que Claire grave des C sur les rochers lorsqu'ils font des pauses, de manière à indiquer à Jamie le chemin à suivre. Je ferme la parenthèse. Donc pour moi, ça sera un épisode vraiment marquant pour la série, ce dont on se souvient, tant il est spécial à tout point de vue, que ce soit au niveau du montage, du scénario, de la réalisation. Et c'est vraiment le genre d'épisode qu'on pourrait montrer à ceux qui critiquent la série en disant que c'est une romance à l'eau de rose pour les ménagères de plus de 50 ans en manque d'amour. Moi, je ne partage pas du tout cet avis, mais il n'y a qu'à regarder cet épisode-là, voir les 2 derniers de la saison 1 et d'autres encore pour se rendre compte que ce n'est pas du tout ça. Voilà pour mes impressions générales. On passe à mon top et mon flop. Je commence par mon flop parce que ça va être très court. Et en fait, mon flop, il est lié à la notion du temps qui est, pour moi, bizarrement traitée dans cet épisode, et notamment par rapport à deux choses. La première, c'est le retour des Mackenzie qui semble revenir à temps, avant le départ de Jamie et des hommes du Ridge pour aller sauver Claire. En sachant que lorsque Jamie a allumé la croix de feu, ça m'étonnerait qu'il se soit passé ne serait-ce qu'une semaine avant qu'il se mette en route pour aller chercher Claire. Et les Mackenzie, dans l'épisode précédent, donc Brianna et Roger, semblaient être partis depuis 2 semaines, au moment où Claire observait les dessins de Brianna dans leur cabane, si vous avez un peu cette scène-là en tête. Et elle disait à Jamie, ça fait 2 semaines qu'ils sont partis, ils doivent être arrivés aux pierres. Donc s'ils mettent 2 semaines à y aller, pour moi ils mettent 2 semaines à revenir. Donc là je sais pas. Est-ce que leur carriole a pu se projeter dans le temps Enfin bref, là ça m'étonne un peu et ça colle pas. Et la deuxième chose qui me surprend un peu, c'est le ventre de femme enceinte de Marsali, qui là me semble énorme, alors que dans l'épisode précédent, sa grossesse semblait pas aussi avancée.
Donc voilà, ça c'était pour mes flops qui sont des incompréhensions. Et pour mon top, là je vais y passer un peu de temps parce qu'en fait mon top c'est tout ce qui est fait dans les années 60. Le choix de la dissociation comme mécanisme de défense et la façon dont ça a été traité à l'écran et toutes ces pépites qu'on nous a offertes, c'est juste génial, ça m'a beaucoup plu. Donc en fait le mécanisme de dissociation c'est le fait pour Claire de se choisir un lieu mental sûr où elle ressent une certaine sécurité alors que physiquement elle ne l'est pas du tout. On sent que auteurs et acteurs ont fait des recherches sur le sujet parce que ça sonne juste, ça sonne vrai et ouais, enfin moi je suis complètement rentrée avec Claire là dans tout ça. Claire est présente dans les scènes années 60, mais elle n'est jamais vraiment actrice. Elle ne participe pas. Enfin, on a l'impression qu'elle est à côté des autres et pas vraiment avec les autres. Elle semble être à distance, observatrice. D'ailleurs, elle ne parle pas ou presque pas. Les seuls mots qu'elle dit, c'est non et Jamie, je crois. Et donc, elle convoque des souvenirs heureux dans son rêve dissociatif. Mais bien sûr, la réalité sointe un peu dans sa rêverie et on le voit au moins par 3 ou 4 petites choses. Tout d'abord, cette fuite d'eau dans le plafond. Pour moi, c'est symbolique de l'infiltration de la réalité dans son rêve dissociatif. À table, le couple Marsali-Fergus évoque avec les autres le choix du prénom de leur futur bébé et à un moment donné, il y a le prénom Ringo qui ressort et bien sûr, Claire, sur le lieu de son agression, échange un petit peu avec cet homme qui vient du futur, là, Wendigo Donner, et il parle de Ringo Starr. Donc ça, c'est bien la preuve qu'il y a un peu des vases communicants entre les deux, les deux choses qu'elle est en train de vivre. On a aussi la présence de Lionel Brown qui se rapproche de plus en plus de Claire. Au départ, il est derrière une fenêtre et puis il est à sa table et puis on le retrouve dans le rôle du policier, d'ailleurs avec aussi un deuxième policier qui est Hotch Peel, l'homme qui a la veste rouge parmi les agresseurs de Claire. Et puis, autre incursion de la réalité, ou en tout cas de ses sentiments, c'est les craintes qu'elle a par rapport à Roger et Brianna, les craintes par rapport à leur voyage dans le temps, au fait que ce voyage est réussi ou pas. Et c'est pas un hasard si on lui annonce qu'ils sont morts dans un accident de voiture, parce qu'en réalité, pour Claire, le passage des pierres, et c'est de cette façon qu'elle le décrit dans le tout premier épisode de la série, pour elle, c'est comme un accident de voiture. De toutes mes expériences passées, donc ça prouve bien que là encore, rêve et réalité s'entrecroisent. Comme l'ont expliqué les producteurs, Claire s'évade dans son rêve échappatoire et elle réunit autour d'elle les personnes qui lui sont chères, avec une volonté quand même de rendre les choses idylliques. Fergus est là avec ses 2 mains, Jocasta n'est pas aveugle, Murtagh est revenu d'entre les morts et Jamie, il a ce look qu'il avait quand elle l'a rencontré, donc quand il avait 23-24 ans. Et moi, je pense que le choix de l'époque n'est pas anodin. En fait, ces scènes semblent se situer à la fin des années 60, je dirais après le décès de Frank, puisqu'à cette période-là, Claire était une femme libre, indépendante, une jeune femme active, moderne, voilà, chirurgienne dans les années 60. C'était quand même pas si fréquent que ça pour une femme. Et à mon avis, ce choix d'époque, c'est dans ce moment d'impuissance, dans un grand moment d'impuissance, c'était pour retrouver justement la Claire libre, indépendante et moderne, et sûre d'elle et puissante quelque part. Donc ça, j'ai parlé du choix d'époque. Le choix du lieu, pareil, elle a eu entre les mains un magazine d'architecture dont la couverture était une maison qui est celle-là, en fait. Et on retrouve ce magazine dans le tout début de l'épisode 5, Perpétuelle Adoration, ou Adoration perpétuelle, pardon. Claire a été interpellée par cette image et elle a fabriqué cette maison à partir de l'image du magazine.
Et pour décorer sa maison, il y a des éléments de ces deux mondes, en fait. Le tableau, la peinture abstraite, c'est Fraser's Ridge. Sur un buffet, il y a le microscope. Le papier peint au mur, c'est le papier peint de la chambre, de leur chambre à la Librock, que l'on avait eu l'occasion de voir notamment dans un épisode de la saison 1. Il y a ce fameux vase qu'elle avait vu dans la vitrine à Inverness. Là aussi, c'est tout premier épisode de la saison 1, ce vase qu'elle a toujours voulu posséder pour mettre dans sa maison. J'en ai parlé un petit peu. Il y a l'orange, dont j'en reparlerai un peu après, dans un autre thème. Au mur, il y a une déco, c'est une horloge en forme de soleil, et ça rappelle l'ostensoir qu'il y avait sur l'autel de l'église lors de leur mariage. On voit aussi sur un plan, alors il faut vraiment bien ouvrir les yeux, mais on voit un bison, une sculpture bison posée sur le buffet, qui rappelle le bison qu'elle a abattu il y a quelques épisodes. Le petit Germain qui joue avec une libellule et qui rappelle un peu... la libellule, elle est importante puisque c'est cette libellule dans la pierre d'ambre qui avait été offerte par Hugh Monroe à Claire et qu'elle avait retrouvée dans un musée dans les années 60. Et puis, la façon dont Germain joue avec cette libellule rappelle aussi la façon dont jouait le petit Roger chez le révérend Wakefield. Et lui, il avait un avion dans les mains. Et puis enfin, les adultes, on va dire la troisième génération, Murtagh et Jocasta, font une bataille d'oreiller avec les plus jeunes. Donc ça aussi, c'est dans son décor. Et en fait, les coups des oreillers figurent un peu les coups qu'elle reçoit. C'est vraiment bien fait. Et donc ça, elle a habillé un petit peu ces espaces. Et puis, les vêtements que Claire voit porter, voit les autres personnages porter, sont aussi produits de son imagination. Et j'en relèverai juste deux, trois peut-être. D'abord, il y a cette robe rouge, la robe rouge emblématique de la saison 2 à Paris. Et puis, il y a également la tenue militaire de Yann. Là, j'ai un peu recherché en fait ce que les auteurs ont voulu faire. C'était un Yann étant comme un soldat revenant de la guerre du Vietnam. Ça colle sans doute à l'image qu'a Claire de Yann depuis son retour de chez les Mohawks. Les soldats qui reviennent de la guerre sont un peu déconnectés et décrochés du réel, et parfois leur famille ne les reconnaissent plus. Et c'est un peu ce qui se passe pour Yann. Et d'ailleurs, sur l'épaule de la veste militaire de Yann, il y a un patch, un écusson avec une tête d'Indien. Donc, dans l'esprit de Claire, elle fait quand même le lien avec les Indiens. J'ai dit 3, oui, parce que Jamie, on sait qu'il ne peut pas voyager dans le temps, et donc le retrouver là dans une scène du XXe siècle, c'est très étonnant. Je pense qu'on en a tous rêvé en tant que fan, même si c'est pas pour de vrai. Mais là, Jamie, lui, il est pas très moderne dans ses vêtements. Elle l'habille quand même un peu comme elle l'a toujours connu finalement. Voilà, les dialogues que l'on entend des personnages, ce sont entre autres des phrases rassurantes et aimantes de Jamie. Lorsqu'il lui met la couverture, le plaid autour de lui, elle l'entend dire « tu claques des dents », et c'est une des répliques, des toutes premières répliques entre eux dans l'épisode 1 de la saison 1. Lorsqu'il porte un toast et qu'il rappelle les vœux du mariage, sang de mon sang, chair de ma chair. Et puis aussi, lorsqu'il lui dit et maintenant, nous sommes tous les deux, the two of us, ça rappelle quelque chose qu'il lui dit dans l'épisode des retrouvailles de la saison 3. Et donc Claire s'enveloppe dans leur étreinte protectrice à tous, pour survivre à l'attaque. Elle utilise leur amour et celui de Jamie par-dessus tout. Et j'ai un peu parlé du plaid de Jamie. Donc c'est le premier geste de protection qu'il a eu pour elle dans le premier épisode de la série. Elle n'a jamais oublié, et nous non plus d'ailleurs. C'est une image qui est très forte.
Et c'est aussi une image qui circule beaucoup, qu'on aime bien d'Outlander. Et je voudrais dire aussi que c'est la première fois qu'on les voit un peu danser ensemble. Alors même si on a pu dire que lorsque Jamie emmène Claire aux pierres à la toute fin de la saison 2, c'est dans une forme de danse, mais c'était pas une danse volontaire. Là, on a vraiment l'impression qu'ils dansent ensemble sur de la musique. Et dernière petite chose qui apparaît à Claire et qui a un rappel à d'autres choses, notamment là c'est la saison 3, tout premier épisode, c'est ce lapin qui apparaît à Claire comme il était apparu à Jamie sur la lampe de Culloden. Et d'ailleurs, ce lapin que voit Claire, c'est dans le roman. Hein. Diana, ça, l'a écrit. Et c'est vrai que c'est une image incongrue. Ils sont tous les deux dans un état proche de la mort. Enfin, ils sont pas très en forme. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est leur animal spirituel? Est-ce que c'est une sorte de symbolisation de l'autre? Je ne sais pas. En sachant aussi que j'ai en tête qu'un des doudous de Brianna, c'est un lapin. Donc il doit y avoir un truc avec le lapin, mais là je ne suis pas assez formée pour vous en parler. Si certains ou certaines ont des idées à développer, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà pour mon top. Vous voyez, j'ai été longue, mais ouais, il y a plein de superbes belles choses. Pour démarrer mes zooms, je vais rester centrée sur l'histoire de Claire et je parlerai du retour de Brianna et Roger tout à la fin. Et en tout premier, je voulais revenir sur l'attaque et surtout sur les motivations de l'enlèvement de Claire. Alors, c'est différent dans le roman. Hein, et là, je trouve que c'est bien adapté parce que dans le roman, ça semblait un peu plus gratuit. Et là, on a donné une sorte de motivation personnelle à Lionel Brown pour attaquer Claire. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ils sont autant? Est-ce que 3-4 hommes n'auraient pas suffi pour enlever une femme? Est-ce que Claire est crainte à ce point-là? Je ne sais pas. Enfin bref, cette équipe me semble surdimensionnée par rapport au projet qu'ils avaient juste d'enlever Claire et de l'emmener à Brownsville. Et en fait, c'est vraiment l'égoïsme et l'ignorance de Lionel Brown qui conduisent à cette dramatique attaque. Lionel Brown pense que Claire est responsable des refus de sa femme de partager son lit, on va le dire comme ça. Bon, de mon point de vue, il ne doit pas y avoir que ça. Hein. Si la femme de Brown se refuse à sa couche, c'est qu'il y a certainement juste autre chose que de prévenir une éventuelle naissance, grossesse. Et donc Claire s'est rendue coupable, en fait, à ses yeux, d'une sorte de... Comment je vais dire ça? Une sorte de violation des normes de l'époque, hein, puisqu'elle elle s'est fait passer pour un homme, et ça, on sent que ça passe pas pour ces hommes-là. Une femme doit rester à sa place, et Claire aussi. Et usurper le nom d'un homme, c'est très grave de leur point de vue. Et puis, c'est un affront aussi personnel à Brown. Hein. Elle a donné une sorte de pouvoir à sa femme et aux femmes en général, et là encore, ça ne passe pas. Les hommes qui entourent Brown, en fait, je ne comprends pas trop pourquoi ils sont là. Hein. Enfin, comme je le dis, je pense que 3-4 auraient suffi. En plus, la plupart d'eux ont peur d'elle. Hein. Ils la prennent pour une sorcière. Ils la craignent. Et on retrouve ces histoires de superstition, et notamment Claire qui, une fois de plus, hein, joue le rôle que les gens lui attribuent. Si on lui dit que c'est une sorcière et qu'elle est crainte pour ça, elle joue ce rôle à fond, et c'est pas la première fois qu'elle le fait dans la série. Donc là, ce sont le mythe des chevaux, des kelpies, hein, qui vous entraînent par le fond dans la rivière. Et ça donne l'occasion à Claire d'être dans une rage folle, comme on l'a peu vu, je trouve, dans cette saison. Et on retrouve un peu la Claire pugnace et qui n'a pas peur des hommes, en fait. Hein. Bon, ça, c'est juste avant tout ce qui va lui arriver par la suite. Et parmi les hommes encore qui font partie du plan, là, il y a ce mystère, hein, Wendigo Donner, cet homme qui semble être
un Indien, enfin un mélange en fait, hein, c'est ça. Il a un fort accent américain. D'ailleurs, comme on n'a pas le doublage français, vous avez tout entendu. Enfin, vous pouvez faire attention. On entend bien que cet homme-là, il parle pas comme les autres. Il n'a pas le même accent. Donc lui, il vient du futur. Hein. Il a capté les références et les mots de Claire lorsqu'elle dit Roosevelt. Et puis ensuite, c'est lui qui parle de l'homme sur la Lune. On voit bien que Claire tique un peu. Puis donc ensuite, il y a la validation avec Ringo Starr. Mais cet homme-là qui vient du futur, en fait, on aurait pu penser que ça faisait un lien très fort entre eux. Enfin, c'est quand même énorme de rencontrer quelqu'un qui vient du futur. Ça n'a pas dû arriver à Wendigo Donner. Claire, ça lui est arrivé une fois, mais elle s'en est rendue compte très tard avec Gaylis. Et là, oui, Claire le dit après, cet homme-là ne l'a pas aidé parce qu'il avait encore plus peur des représailles de Lionel Brown. Ensuite, j'ai envie de vous parler du sauvetage. Alors, je l'ai déjà dit dans mes impressions générales, mais moi, je trouve que la scène, au niveau réalisation, est juste fantastique. Il manque juste le son des baudrans, hein, des tambours. Et les hommes du Reach sont tous là. Et ils semblent bénéficier de l'effet de surprise. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de blessés ou de morts du côté des hommes de Jamie. On a la joie de découvrir que Jamie est en kilt. C'est suffisamment rare pour être souligné. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette scène, c'est l'attitude de Jamie lorsqu'il découvre Claire. Il ne la touche pas. Enfin, il est très délicat lorsqu'il retire ses liens, qu'il coupe ses cordes. Les mots qu'il dit à Claire, quasiment les tout premiers mots, c'est à peu près ce qu'il a dit à Roger lorsqu'il l'a descendu de l'arbre. Le fait qu'il est entier, qu'il est en vie. Enfin, et là, il parle à Claire, évidemment. J'ai beaucoup aimé c'est moi qui tue pour elle, le tuez-les tous. C'est des phrases très, un peu assénées comme ça, mais qui sont fortes, qui sont très fortes. J'ai beaucoup aimé dans ce sauvetage la présence de Yann et Fergus côte à côte, là, dans un même plan. Ça aussi, c'est un choix de réalisation qui me plaît beaucoup. Les deux fils, hein, même s'ils ne sont pas réellement ses fils, mais pour elle, dans son esprit, ils le sont. La façon de Fergus d'appeler Claire Milady, je fonds, j'adore. Et puis tous les deux font partie de l'attaque et Yann est formidablement mis en valeur lorsqu'il tue Hotchpil en lui lançant son tomahawk dans la tête. Il venge Claire, sa maman d'adoption, sa tante. Et en même temps, il se venge aussi pour la remarque qu'avait fait Hotchpil dans l'épisode 11 en traitant les Indiens de sauvages. Lors de ce sauvetage et de l'exécution des agresseurs de Claire, Jamie reste auprès de Claire comme un rempart. Les choses se passent un peu loin d'eux et lui est là auprès d'elle. Et je trouve que c'est très symbolique parce que si vous vous souvenez, Jamie, après son viol par Black Jack Randall dans la saison 2, dans une superbe scène, avait expliqué à Claire que son rempart, enfin ce qui le protégeait, c'était effrité. Et oui, là, c'est lui qui joue ce rôle-là pour elle. Une fois que les hommes sont tués, il emmène Claire, il la porte. Et là, encore un parallèle, je trouve qu'il la porte comme Murtagh avait porté Claire à la sortie de la prison de Wandsworth dans l'épisode 15 de la saison 1. Jamie montre à Claire que les hommes sont tous morts, une façon de lui dire que ils ne lui feront plus de mal. Et puis peut-être aussi, il a en tête ce que lui a vécu, c'est-à-dire que lui, une fois qu'il avait découvert que Blackjack n'était pas mort, il n'avait qu'une cesse, c'était de se venger. Et donc, oui, voilà, je pense que peut-être il y a un peu de ça aussi. Ce qui m'embête un peu et que je ne comprends pas, c'est pourquoi Lionel Brown est ramené au Ridge. Alors certes, on veut lui poser des questions, mais on aurait pu les poser sur place et puis voilà, c'était réglé. Je remarque aussi que les corps des agresseurs ne sont pas enterrés, alors que Jamie, habituellement, lorsqu'il fait face à des morts,
Il prend toujours le temps de les enterrer. Et d'ailleurs, pas plus tard que... Alors, je ne sais plus si maintenant si c'est l'épisode 11 ou le 10, mais vous savez, quand la maison est brûlée, c'est l'épisode 11. On voit que Roger, Claire, Brianna, Jamie ont enterré les occupants de la maison qui a été brûlée. On l'avait déjà vu, enfin j'ai juste ça en tête, mais il y en a plein dans la série. Dans la saison 1, lorsqu'ils découvrent des hommes crucifiés en Écosse, ils prennent le temps de les enterrer, etc. La scène près de la rivière, lorsqu'ils cheminent pour rejoindre le Ridge, c'est une scène qui est déchirante quand je la revois. Là. Le jeu de Kate, là, enfin, tout le long d'épisode, mais là, vraiment, cet état où elle semble vide de toute émotion, ça sonne tellement juste. L'absence de réaction lorsque Jamie lui annonce que Brianna et Roger sont de retour. Enfin, alors c'est sûr, on n'aurait pas vu exploser de joie, mais ne serait-ce qu'un petit rictus, un petit sourire, mais là, rien du tout. Et encore un petit cadeau là des auteurs, mais cette scène est une scène miroir à l'épisode 11 de la saison 1, peu de temps après que Claire ait révélé qu'elle venait du futur. Hein. Ils sont près d'une rivière et Jamie observe Claire, pareil, qui est au bord de la rivière, dans le plaid. Voilà, c'est pas tout à fait le même contexte, mais en tout cas, c'est les mêmes images. Pour le thème suivant, j'avais envie de mettre en valeur l'amour que Brianna et Marsali ont pour Claire. Et il est représenté par cette superbe scène du retour de Claire au Ridge, avec cette belle étreinte entre Brianna, Marsali et Claire. J'ai versé quelques larmes dans l'épisode, mais celle-là, elle m'a serré le cœur vraiment. D'ailleurs, j'ai encore un peu d'émotion en parlant. Je trouve que les images sont très belles. Ça dénote aussi de quelque chose de beau qui s'est passé entre ces femmes-là. Et on l'avait vu dans l'épisode précédent lors des adieux. Enfin, Brianna et Marsali sont un peu comme deux sœurs, hein, c'est vrai. Marsali a dit à Claire un peu plus tôt dans la saison qu'elle l'a considérée comme sa maman. Et là, voir ça à l'image comme ça, ouais, c'est très très beau. Je voulais aussi relever que le maquillage de Marsali et de Claire là, dans l'épisode est juste terrible. Vraiment super bien fait. Aussi bien là, l'espèce de bleu résiduel qui reste sur le côté du visage de Marsali, c'est criant de vérité. Et puis toute l'évolution des bleus et des blessures de Claire aussi, vraiment très très bien fait. Claire et Marsali ont vécu cette attaque ensemble à la fin de l'épisode précédent. Et ouais, cette scène très symbolique est une ode à leur rapprochement avec la présence de Brianna. Vraiment, oui, j'ai pas de mots en fait, je l'adore. Ensuite, on a un moment où Brianna et Claire sont ensemble. Hein. C'est la scène où Claire est dans la baignoire, qui n'est pas sans rappeler une scène similaire de la saison 4, mais c'était Jamie qui était auprès de Claire et dans un tout autre contexte. Il n'y a pas de mots dans cette scène. La présence de Brianna se veut évidemment réconfortante. Hein. Elle ne cherche pas à questionner Claire. Et on voit bien que Claire, là, elle est dans un nettoyage quasi chirurgical de ses ongles, hein, avec cette brosse, comme le font, si vous avez déjà vu des séries médicales, urgences, d'autres dont Docteur Mamour, j'oublie le nom de la série, enfin bref, on voit, c'est exactement la même chose. Bon, Claire était chirurgienne, hein, évidemment, et puis une fois que Brianna est partie, on la voit faire l'inventaire, hein, elle se touche l'arête du nez, enfin, etc., les os du visage. Ça d'ailleurs, si vous êtes lecteur, moi c'est un passage du roman qui m'avait beaucoup plu et qui m'est resté. C'est détaillé du coup. Et Brianna, sachant ce qu'elle a vécu elle-même, elle comprend la nécessité pour Claire de rester seule. Et lorsqu'elle quitte Claire, elle lui dit qu'en gros, elle est là pour elle. Et c'est une paraphrase des mots que lui avait dit Lizzie lorsqu'elle-même avait été violée. Encore voilà un joli clin d'œil de la part des auteurs. Et pour parler de Marsali, elle, son geste ultime, c'est de tuer Lionel Brown.
Alors ça, c'est aussi un switch intéressant au niveau de l'adaptation des romans, puisque dans les romans, c'est Madame Bug, cette dame âgée qui est au Ridge, qui tue Brown. Alors, Mrs. Bug n'a pas eu un gros rôle cette saison, on l'a aperçu. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien que ce soit Marsali qui le fasse, et ça boucle un peu sa boucle, hein, puisque tout le thème de la saison, c'est que ferait-on par amour pour sauver ou garder en sécurité les gens de sa famille. Et ben voilà, Marsali, elle, sa façon de protéger sa famille et peut-être aussi une façon de se venger un peu elle-même, c'est de tuer Brown. C'est un acte qui m'a l'air un peu réfléchi quand même, hein, parce qu'il a fallu faire infuser les racines de ciguë. D'ailleurs, autre clin d'œil, hein, dès que j'ai vu le bol avec ces espèces de grosses racines blanches infusées, j'ai tout de suite revu la casserole dans la forêt qu'avait utilisée Yann dans l'épisode 8. On sent qu'il n'y a aucun repentir, hein, chez Lionel Brown. C'est un misogyne fini, et la façon dont il parle à Marsali, ça acte sa décision. Elle n'a pas fait le vœu le serment d'Hippocrate qu'a fait Claire. Alors le problème pour Marsali, c'est que lorsqu'elle prend conscience de son geste, elle commence à craindre les conséquences, hein. Marsali a été élevée en Écosse. Elle croit en Dieu, elle croit aux traditions, et elle a peur effectivement que Brown vienne la hanter. Et ça nous donne ensuite, à l'arrivée de Jamie, l'occasion d'une belle scène, même si elle est courte entre eux deux. Jamie, dans son rôle paternel, très rassurant, très délicat avec Marsali. Et c'est vrai qu'on a tellement ri avec Marsali lors de cette saison que là, son rôle prend une note et une tournure un peu plus grave. Et oui, ça fait un personnage du coup qui est super intéressant. Alors le cas Brown est réglé, hein, grâce à Marsali. Jamie ramène son corps à Brownsville, il le rend à son frère, à Richard Brown. Et là, on sent que les histoires avec les Brown ne sont pas finies. Donc on verra bien si on en a encore des échos et des relents dans la saison 6. Je le pense. Pour finir sur la thématique qui entoure Claire, je voulais parler du début de sa reconstruction, hein, enfin de sa guérison. Je l'ai dit tout à l'heure, la volonté des auteurs, c'est de montrer les différentes manières de réagir à la suite d'un traumatisme aussi grave, que ce soit Brianna avec son viol la saison passée, Jamie en saison 2, ou même Roger après sa pendaison cette saison. Chacun a réagi différemment. Et Claire, moi j'ai toujours cette image d'une femme forte, très forte, et d'ailleurs c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce personnage, et je crois m'entendre le dire pour un de mes tout premiers décryptages. Mais là, on sent bien que cette force, elle est sur le fil, hein. On la sent proche d'exécuter Lionel Brown, hein, lorsqu'elle a le scalpel dans la main. Et puis, elle a ce flash de cette scène où elle part de chez le roi Louis XV, hein, qui a exigé qu'elle couche avec lui, hein, en échange de la libération de Jamie. Et elle était repartie avec cette orange, symbole de sa dignité, et un peu façon de dire ok, tu as couché avec moi, mais tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ma dignité, et je te laisse pas l'orange. Hein, l'orange était symbolique de sa dignité, de son contrôle en fait. Et là, pareil, hein, l'envie est sans doute forte de planter ce scalpel dans la carotide de Brown, mais elle ne le fait pas. Il ne va pas lui enlever ça, le serment qu'elle a fait en tant que médecin, son self-control. Mais évidemment que ça l'affecte, et on la retrouve en train de s'effondrer une fois qu'elle a quitté la pièce. Ce qui prouve bien sûr que l'armure est fêlée, hein. Dans la scène suivante, où elle est dans la chambre et avec Jamie, elle lui dit, hein, les sentiments ambivalents qui l'envahissent. Elle est soulagée que tous ses agresseurs soient morts, mais en même temps, elle s'en veut de penser ça. C'est tout cet équilibre compliqué, hein, je pense, pour Claire.
Moi, j'aime beaucoup l'attitude de Jamie qui fait tout pour être agréable à Claire. Hein. Ce poteau de travers, il aurait envie d'aller le redresser tout de suite, mais juste pour lui faire plaisir. D'ailleurs, est-ce que ça ne serait pas un petit clin d'œil à une scène de la saison 4 lorsque Jamie est en train de construire les bases de la future cabane, un poteau de travers le gêne et hop, il va le redresser. Et donc je disais l'attitude de Jamie qui fait tout pour lui être agréable, qui ne la brusque pas ni dans ses gestes ni dans ses paroles. Lui non plus ne cherche pas à la faire parler. Jamie sait qu'elle doit se reconstruire elle-même, mais avec sa présence et ses mots, il lui offre le rempart nécessaire et la protection dont elle a besoin pour justement un peu ramasser tous ces morceaux et essayer de les recoller. Dans la chambre, lorsque Claire explose là, dans ce monologue où elle détaille toutes les choses terribles qui lui sont arrivées dans sa vie, on voit bien qu'elle ne veut pas se laisser abattre, qu'elle veut rester forte. Et en tout cas, oui, c'est sa façon à elle d'aller de l'avant et de dire que voilà, elle va pas s'arrêter à ça et elle va continuer. Dans la scène finale, les toutes dernières images de cette saison, on sait que Claire et Jamie viennent de faire l'amour. D'ailleurs, petite note au scénario, c'était écrit. Mais finalement, ils ont choisi cette image tout en symbole de ces deux corps nus et proches l'un de l'autre. Claire en position fœtale, sous la protection du corps de Jamie. C'est aussi un rappel d'une position similaire entre eux à la fin de dans l'épisode 9, lorsque Jamie est passé proche de la mort avec la morsure du serpent. Ça nous dit aussi que Claire n'a pas voulu que ses agresseurs lui enlèvent ce qu'elle a de plus précieux, c'est-à-dire son intimité avec Jamie, son âme. J'en ai parlé un petit peu après Wentworth. Jamie avait l'impression d'être nue et de devoir se cacher derrière un brin d'herbe. Claire lui avait alors construit une sorte d'abri métaphorique grâce à son amour. Et là, c'est Jamie, nue, qui protège Claire et lui fournit cet abri, cette sécurité dont elle a besoin. Et elle le dit, elle se sent safe, elle se sent en sécurité. Tous les deux ne font qu'un et ouais, c'est une belle façon de terminer l'épisode, de nous rappeler la force de cet amour unique et du fait que ces deux-là sont indissociables. Ils sont bien imbriqués l'un dans l'autre. Et donc, j'en viens à l'autre intrigue de l'épisode, même si elle est plutôt mineure, du coup, comparée à tout ce dont on vient de parler. Et c'est le retour de Brianna et Roger. Et la première chose que je voulais dire, c'est « j'avais raison ». Roger et Brianna ne sont pas partis. Alors, je me suis quand même posé la question, même si c'est ce que j'avais anticipé, on pourrait se dire, tiens, est-ce que finalement ça n'invalide pas tout l'épisode précédent qui a été entièrement consacré aux adieux de Brianna et Roger à l'ensemble des gens qui leur sont chers au Ridge. On pourrait se dire tout ça pour ça et finalement se sentir un peu manipulé. Enfin, je sais pas, c'est peut-être votre cas, vous me le direz. Franchement, c'est pas mon avis. Pour moi, c'était un bel épisode. Et même si la finalité, c'est qu'ils sont quand même restés au XVIIIe siècle, c'est un épisode qui, de mon point de vue, a servi à asseoir les personnages dans leur identité forte. On a senti tout l'attachement que Brianna et Roger ont pour leur entourage. Et comme la grande question était de trouver sa place, son identité, j'en ai parlé dans certains épisodes, plus du début de saison, la réponse finalement a été donnée à Brianna et Roger par le destin, par les pierres, quoi. Chacun a pensé à la maison, cette notion de home en anglais qui est traduisible par plein de termes différents, mais le foyer, la maison, ça peut aussi être traduit par la famille. Et en fait, Fraser's Ridge, c'est leur famille, leur home. Brianna pensait que Roger lui en voudrait, en fait pas du tout, donc ça fait plaisir. On voit que ces deux-là forment un couple soudé et maintenant qu'ils n'ont plus la question de savoir où est leur place, ça va sans doute permettre d'avancer d'une autre façon. Ils partagent tous les deux des souffrances, ils sont à même de se comprendre et puis aussi de comprendre Claire, ça sera peut-être important pour la saison 6.
jusqu'où on va pour sa famille. Roger, là, avoue, alors lumière éteinte, avoue à Brianna qu'il a pris une vie. Il n'est pas très à l'aise avec ça. Est-ce que... alors, il avait déjà pris la vie de la petite fille au début de l'épisode précédent, mais c'était par miséricorde, donc ce n'était pas tout à fait la même chose. Est-ce que ça va le gêner par la suite? On verra. J'ai pas mal de choses à dire pour conclure. Et pour la première, je voulais pointer la jeune génération. Ils sont épatants dans toute cette saison et dans cet épisode en particulier. Ils sont tous là. Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue et qui circule sur le rôle de maman de Claire. Tous ses enfants sont présents autour d'elle et sont là pour elle. Et je trouve que ça a été superbement mis en valeur dans cet épisode. On peut aussi réaffirmer que l'amour de Claire et Jamie est plus fort que tout. C'était nécessaire. Je pense que la saison 4 nous avait un peu laissé sur notre faim de ce point de vue-là. J'en ai parlé, une belle façon avec des superbes images pour finir l'épisode. Même s'il n'y a pas vraiment de cliffhanger. Alors, on sait que l'orage arrive, au propre comme au figuré. Donc l'orage, c'est la révolution, la guerre d'indépendance des États-Unis. Peut-être que l'orage est aussi à prévoir avec les Brown. Est-ce qu'il y aura des suites? Le cheminement vers la guérison et vers les guérisons des âmes un peu bousculées lors de cette saison et même des saisons précédentes. Ça ne sera sans doute pas simple. Et puis, il reste le mystère Wendigo Donner. Est-ce qu'on reverra cet autre personnage qui vient du futur? On verra. La saison 6 nous le dira. En tout cas, pour l'instant, tous ces personnages sont entiers, vivants, en famille, heureux et vivent des jours ordinaires. Mais je l'ai dit, ils sont tous quand même un peu abîmés. Moi, j'adore le fait que l'épisode se termine par le générique... avec Skyboat Song, chanté très lentement, de manière très épurée, quasiment sans orchestration, comme pour étirer le temps. Parce que, faut le dire, on n'a pas envie de les quitter, ça c'est clair. Et puis aussi, peut-être pour figurer... Enfin, le fait que ce générique soit à la fin, c'est peut-être pour signifier un nouveau commencement, un nouveau départ, ou en tout cas le début de quelque chose, le début de la guérison, peut-être pour Claire. Franchement, il va être difficile de se détacher de cette saison qui a été très puissante émotionnellement, surtout sur la deuxième moitié. Me concernant, je vais soupler un peu. Je vais reprendre mon travail, le vrai, d'ici quelques temps. Je reprendrai la suite de mes décryptages parce qu'il me reste tous les épisodes des saisons 3 et 4 à analyser. Donc, bien sûr, je le ferai. J'ai prévu tranquillement parce que je pense que la période qui commence maintenant et qui va s'étirer jusqu'au début de la saison 6 va être assez longue. Et donc, ça nous donnera l'occasion de futurs échanges. Je resterai aussi active sur les réseaux pour vous donner des petites nouvelles et suivre tout ça de près. On ne se détache pas comme ça de cette série. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.